Bonjour et bienvenue pour cette émission entre mer et montagne aujourd'hui. Alors l'équipage du jour roule à cordée, on va faire le tour de la table. Aurélie, tout d'abord, plutôt mer ou plutôt montagne? Les deux, mon capitaine. Les deux. Et Greg, mer ou montagne? Les deux. Les deux. Ah, c'est trop difficile de choisir, on voit bien sur le plateau. Et bien notre invité aussi ne sait pas choisir. Notre invité, il est breton, il est pourtant guide de haute montagne, incroyable. Alors il allie ses deux passions en une seule, avec des voyages assez lointains, nous allons en parler. Il a croisé d'ailleurs la route du célèbre aventurier Mike Horn, ça vous dit forcément quelque chose. Nous accueillons sur le plateau Erwan Lelanne, bonjour. Bonjour. Alors j'ai pas dit de bêtises, c'est ça, breton et guide de haute montagne, c'est possible? C'est possible. C'est possible. Après... Et puis à vos côtés, Marion Courtois, bonjour. Bonjour. Alors vous accompagnez Erwan dans son grand projet, le projet Maïwen, qui est un projet au long cours sur 4-5 ans, on va en parler. Vous coordonnez tout ce qui se passe derrière en fait. C'est ça. Après avoir travaillé 15 ans dans l'humanitaire, j'ai rejoint Erwan pour la mise en place de ces actions. Alors pour parler du projet Maïwen, il faut d'abord parler de votre bateau, Erwan. C'est quoi? C'est un bateau que vous avez choisi pour faire un espèce de tour du monde? C'est un camp de base en fait. C'est un camp de base, une plateforme d'aventure, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Et je l'ai choisi, j'ai mis du temps, j'ai mis 2 ans à trouver un bateau, parce que c'est toujours des compromis. Un bateau, ça peut être tout et rien. Et donc j'ai voulu quelque chose de solide qui passait un peu partout. Et j'ai trouvé Maïwen, qui est une petite série qui a été faite au Québec, que j'ai acheté à Honfleur en France, et puis qu'on a quand même bien retapé avec l'aide des partenaires au début. Et alors l'idée de Maïwen, ce bateau, c'est aussi devenu une grande aventure autour du monde. Expliquez-nous en quelques mots et puis après on va voir des images. Donc ce projet, à la base, j'avais envie d'aller découvrir les océans et de voyager lentement pour comprendre le climat dans l'endroit où je m'arrêtais. Et j'avais envie d'aller en Arctique, en Antarctique et en Polynésie. Et c'est comme ça qu'on a tracé en fait cet itinéraire autour des Amériques finalement, un grand tour des Amériques. Et puis un jour, le 8 février 2015, du coup on a largué les amarres et puis on est parti. Et Maïwen, en image, eh bien ça donne ça. Maïwen, c'est le nom d'un voilier, c'est aussi et surtout un camp de base mobile pour permettre à son équipage d'accéder aux endroits les plus extrêmes de la planète. Un petit bateau qui offre la possibilité de s'aventurer dans des terres encore inexplorées et d'aller à la rencontre des habitants de l'Arctique à l'Antarctique en passant par le Pacifique. Sans aucune limite, Maïwen trace sa route autour du globe, un terrain de jeu de 66 000 km et un leitmotiv, se laisser guider par l'environnement naturel en évitant tout passage artificiel. Maïwen, c'est un équipage de passionnés qui montent à bord pour réaliser leurs rêves les plus fous. Ils seront une 50aine d'athlètes de haut niveau à s'y succéder pendant les 5 ans de l'expédition. Alpinistes, grimpeurs de big wall, spécialistes de l'escalade sur glace, skieurs, apnéistes, surfeurs, base jumpers, funambules de la highline, tous viennent vivre des aventures humaines exceptionnelles et repartent de Maïwen en ayant appris sur eux-mêmes et sur les autres. Maïwen, ce sont des rencontres entre ces sportifs de haut niveau et des associations locales, socio-éducatives, dans le but d'encourager les vocations. L'équipage a ainsi sélectionné 3 pays, la Polynésie française, le Chili, le Brésil, pour y installer des ateliers et accompagner une 50aine de jeunes en situation d'isolement afin de les aider à concevoir leurs projets professionnels. Car Maïwen, c'est aussi la transmission. Ou comment faire partager au plus grand nombre les valeurs de la vie à bord et diffuser les connaissances des peuples rencontrés. C'est pourquoi l'équipage multiplie les actions en participant à des recherches scientifiques, en intervenant dans les écoles ou en relayant les campagnes de communication responsables des associations partenaires. Détermination, confiance, dépassement de soi, partage, apprentissage, des valeurs fortes qui définissent Maïwen et son parcours, guidé par un fil rouge, l'utilisation consciente et raisonnée des ressources naturelles. Rejoignez-nous et lancez-vous dans cette aventure unique.
Le projet My One. Alors ça fait l'objet de plusieurs films, on va en parler. Et puis c'est aussi un livre qui est sur le plateau, le livre My One, l'aventure arctique, un livre aux éditions Paulsen Guérin. Ça retrace qu'une partie de votre grand voyage ou tout c'est ça, hein? C'est les 2 premières années, finalement, c'est vraiment le temps qu'on a passé en Arctique. Entre l'Islande, le Groenland, le nord du Canada, l'Alaska, jusqu'à notre arrivée à Petropavlovsk, au Kamchatka. Donc My One, donc on a dit les 2 premières années, un projet qui s'étend sur 5 ans en totalité. Finalement, pourquoi ce grand projet qui est My One est un peu plus que simplement une grande aventure entre potes? On a dit une 50aine dans le film. C'est quoi? C'est un peu plus que ça finalement. Au fur et à mesure de ce projet, il a évolué, il a mûri, hein. Eh ben, il a mûri pas mal, mais dès le départ, en fait, c'est pas que des potes qui viennent, mais c'est des gens qui sont vraiment talentueux dans leur discipline. Il se trouve que j'ai un réseau de contacts qui est assez large dans les sports, de par mon passé. Et c'est comme ça que j'arrive à proposer en fait à des gens vraiment talentueux de passer sur le bateau et de s'en servir pour aller dans des endroits reculés. Alors, quand vous êtes parti, c'était d'abord l'Islande? Alors le premier projet, c'était d'aller faire de l'escalade sur glace en Islande. Mais ce qui veut dire arriver suffisamment tôt dans l'hiver pour avoir de la glace encore en Islande, et donc partir tôt en hiver pour naviguer dans l'Atlantique Nord. À ce moment-là, Marion n'était pas encore là, c'est ça? Non. Elle est arrivée qu'après. Donc, oui. Excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Oui, arriver assez tôt, c'est ça pour? Arriver assez tôt, mais du coup, naviguer dans les tempêtes hivernales d'Atlantique Nord, et on est parti donc début février de la Berbrac. J'ai pas trouvé d'assureur, par exemple, qui voulait bien me suivre dans cette idée. La plupart des gens qu'on rencontrait nous déconseillaient fortement de y aller. Mais en s'organisant bien, en fait, il y a 5 personnes, il y a 5 places sur le bateau, et on prend les compétences, on réunit les compétences pour faire quelque chose qui paraît incroyable. Mais en fait, en réunissant les bonnes compétences, on arrive bien souvent à faire des choses qui paraissent un peu incroyables. Dans les critères des personnes qui vous accompagnent, on imagine qu'il faut avoir de toute évidence le pied marin et tenir sur un petit bateau comme ça pendant plusieurs semaines. C'est quand même un critère important. Alors le pied marin, il y en a beaucoup qui l'ont pas. Et notamment au départ, il y a Émeric Clouet qui était avec nous, qui a été malade chaque fois qu'il y a eu du gros temps, pendant 1 mois et demi. Et en fait, régulièrement, il y a plein de gens en fait, qui passent sur le bateau, qui ne sont pas marins du tout et qui le découvrent sur place. C'est un peu éprouvant pour eux, j'imagine, parce que... C'est plus éprouvant quand on est malade que quand on n'est pas malade, ça c'est certain. Après l'Islande, vous avez continué sur le Groenland? Oui, donc le Groenland, et là on voulait aller faire du freeride dans le sud du Groenland, il y a plein de canaux, et on est parti fin mars de l'Islande. On a eu une grosse tempête pour descendre jusqu'au sud du Groenland, où on est arrivé dans un décor assez incroyable parce que le vent s'est calmé, la mer s'est calmée, on a eu un coucher de soleil avec une aurore boréale sur les sommets et une pleine lune qui s'est levée de l'autre côté. Donc c'était absolument incroyable. Et puis plein de glace qui commençait à arriver. Donc là on a traversé la glace et on est allé faire du freeride avec Adrien Coirier, Léo Slemet qui était là, Mathieu Ménadier, Éric Loiseau. Et déjà l'équipage avait évolué ou pas? C'est-à-dire qu'entre l'Islande et le Groenland, c'était plus tout à fait les mêmes personnes sur le bateau? Non, ou c'était toujours les mêmes personnes? Ça avait changé. À quel moment ça change en fait? Comment ça se passe? En fait, on fait une étape. Alors on se dit, là on est en France, on va faire de l'escalade sur glace en Islande. Donc là il y a un équipage qui vient et puis qui fait toute cette partie-là. Et puis en Islande, on s'arrête dans un port où il y a un accès en fait aérien souvent. Et là, on change d'équipage pour la suite. Du coup, c'est de Islande jusqu'au sud du Groenland pour faire du ski. Là, il y a un équipage et qui accompagne le bateau en fait. Je prends personne. Il n'y a pas de passagers sur le bateau parce que comme il est tout petit et comme je vous disais, il faut toutes les compétences pour arriver à faire ce qu'on fait. Et 2, je fais pas du charter non plus. Donc les gens, il faut qu'ils participent à la... Mais les dates sont calées à l'avance ou pas? Oui. D'accord. Après, il y a toujours un aléa qui est dû au bateau. Alors Marion n'était pas encore dans le projet, mais pour autant, vous, c'est votre rôle derrière maintenant, c'est de gérer tout ce qui est autour, les allées et venues de tout le monde, et puis ce qui se passe pendant ce projet, c'est un petit peu ça?
Entre autres parce qu'après je suis pas seule, il y a aussi un logisticien dans l'équipe. Ouais. On a un responsable partenaire privé également et puis chargé de projets sociaux. Donc je vais plutôt coordonner toutes les personnes et en effet parce que c'est mon expérience de coordinatrice dans le passé. Donc, c'est D'accord. quelque chose dont je suis habituée plutôt dans des contextes plus difficiles. Alors, on reste au Groenland avec cette idée de faire du ski dans des endroits reculés au départ d'un bateau. Et là, je me tourne du côté de Greg, puisque finalement, cette expérience, eh bien, elle est accessible non pas au plus grand nombre, mais quand même. Ah oui, si vous désirez faire comme l'équipage de Maïwan, en fait, il y a de plus en plus de guides ou de tour opérateurs qui proposent des voyages de ski de randonnée accessibles en bateau. Donc, on séjourne sur un bateau pendant une semaine et puis on fait un petit tour. C'est le cas notamment en Norvège, dans les îles Lofoten. C'était un spot qui était connu. Puis maintenant, il y a les îles Senja, les Lingenalps. Donc, on voit quelques images de ces tours. Ça se développe de plus en plus. Qu'est-ce que ça vous inspire, justement, le fait qu'il y ait de plus en plus de monde qui aille découvrir ces contrées pour faire du ski ? Je ne sais pas ce que ça m'inspire, mais je trouve ça très bien en fait. Pour moi, le mix bateau, l'utilisation en fait du bateau comme moyen de locomotion pour aller dans des endroits reculés, c'est juste parfait. Compliqué, mais parfait. Et justement, mais là justement, c'est du charter, c'est du charter, c'est du tourisme de masse. C'est du tourisme, ouais, maintenant on est plus dans le tourisme. Mais Alors c'est du tourisme, mais pas encore du tourisme de masse, parce que même s'il y a des fois, ça existe des gros bateaux qui arrivent avec 100-150 personnes qui débarquent au même endroit, ça reste des petits bateaux, donc c'est des petites équipes qui vont en montagne, et c'est parfait, ça dissémine un petit peu les gens par petits groupes. C'est quand même l'esprit de la montagne qui domine dans ces voyages, donc c'est vrai que c'est sélectif par rapport à l'état d'esprit. Voyage et aventure. Ouais. Il y a quand même une idée d'aventure et une exigence en fait par rapport au bateau et à l'aventure qui est présente. Ouais. On a regardé à peu près les prix ce matin avec Greg. C'est pas si cher que ça. Hein. C'est entre 2008 et 3500 € en fonction des prestations, guide inclus, bateau, voilà. hors transport en avion jusqu'en Norvège. On ne sait pas ce que ça vaut, mais en tout cas, on a trouvé effectivement ces prix-là à peu près sur Internet, donc ça se trouve effectivement. On reprend le fil de votre voyage, Maïwan, changement d'équipage, et après le Groenland, vous êtes parti où ? Alors après le Groenland, il fallait traverser vers le Pacifique. Donc on est parti vers la terre de Baffin. On a récupéré Sean Villanueva et Nicolas Favres qui faisaient de l'escalade là-bas et puis qui étaient un peu à la rue pour revenir. Du coup, on a dit tiens, moi je vais vous chercher. Et puis ensuite, on a attaqué le passage du Nord-Ouest. Et là, ça secoue un peu. Il peut y avoir du gros temps. C'est l'été. Donc il n'y a pas de grosses tempêtes à ce moment-là. Les tempêtes, elles étaient soit avant, soit après. D'accord. Mais quand même, faut être un petit peu accroché sur le bateau, comme on voit des images, non ? Voilà, ça c'est les images dans le nord du Pacifique, quand je suis parti du Japon. Quand même. Du Japon, ça j'étais tout seul. Quand même. Ça peut Et là, secouer. voilà, ça c'est les images où j'étais, ma première navigation en solitaire en fait. Parce que dans mon idée de voyage, j'étais seul. Voilà. Mais on a trouvé les images assez rigolotes, c'est pour ça qu'on voulait les passer quand même. On s'est dit, oula, ça doit secouer un petit peu. Mais ça secoue régulièrement. Les voyages aussi, c'est un moment où vous observez la planète, cette grande traversée. Voilà, quand vous êtes pendant des jours et des jours sans voir la Terre, vous voyez forcément l'océan ou les océans, et vous voyez des choses pas très jolies, forcément. Voilà, ça c'est des images marquantes en fait du voyage, mais effectivement après 2 ans de voyage, on se rend compte de tellement de choses sur le savoir-faire des gens qu'on rencontre, sur le climat, sur l'environnement, sur l'empreinte en fait générale, sur la taille de la planète, et puis et tout, c'est pas que les océans, mais on longe beaucoup de côtes, on s'arrête en fait chez beaucoup de gens. Après 2 ans, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Marion, c'est qu'après 2 ans, moi j'avais un tel savoir qui m'est donné au quotidien, et puis que je voulais en faire quelque chose. Et on a vu ces images qui étaient pendant la traversée des océans plastiques, dont on parle beaucoup. Donc vous avez vu, le plastique est un peu disséminé, sauf que c'est sur des surfaces qui sont gigantesques. Pour traverser cet océan de plastique, j'ai mis 2 jours, donc c'est 400-500 km. Et pendant 2 jours, j'étais dans une décharge comme ça, on voit pas bien l'écran, mais il y a plein de petites particules de plastique, parce que les sacs plastiques, les bouteilles, ou les verres, ou les pailles, ou tout ce qu'on prend, qu'on n'utilise qu'une fois, puis qu'on jette, ça se retrouve dans les océans. Et là, j'étais à plus de 2000 km de la première ville. Et il n'y a pas un endroit où on navigue
où il n'y a pas du plastique qui flotte, il n'y a pas une plage dans le Pacifique où il n'y a pas des déchets sur les plages. Alors, c'est à ce moment-là que je me tourne vers Marion. Là, vous rentrez au bout de 2 ans dans le projet. Qu'est-ce que vous venez y faire et vous apportez quoi? Alors en effet, je rentre dans le projet. La première chose, c'est que j'ai rejoint Erwan au Japon, parce qu'avant de monter un programme, il fallait que je me rende compte de ce que c'était de vivre sur le bateau, de ce qui était possible. Et c'est vrai que la première chose qui m'a marquée, c'était la richesse de tout ce qu'il y avait à bord, en termes de rencontres sur place, en termes de l'équipage qui était présent, des images aussi, parce qu'il y a des très belles images. Et j'ai vraiment essayé, avec Erwan, de créer quelque chose pour se servir du sport outdoor qui est notre ADN pour s'engager et mettre en œuvre des projets sociaux et environnementaux. C'est vrai que c'est des secteurs qui sont, je trouve, assez cloisonnés. On va dire qu'on peut être éco-citoyen, citoyen social, mais ça reste dans le domaine. Là, avec le voyage qu'on a, les images qu'on fait, je pense qu'on peut toucher un plus grand nombre et essayer d'être plus ensemble vers ces causes. Ces projets, ça se traduit par quoi, du coup, très concrètement? C'est des films, c'est des moments de rencontre où vous apportez quelque chose? Comment ça se passe? Donc, il y a vraiment 2 volets, un socio et un environnemental. Je vais peut-être commencer par le projet responsable, du coup, vu qu'on a vu les images du plastique. Ouais. Ça serait de travailler vraiment sur des sujets de fond, en aidant des associations qui travaillent scientifiques, qui travaillent sur la documentation de l'impact écologique de notre planète et en réalisant des films pour documenter l'état et sensibiliser. On interviendra dans des écoles également. Et puis ensuite, on a un projet de fédération de toutes les expéditions qu'on mène avec Catherine Chabot, une ancienne navigatrice, pour se mobiliser sur une campagne commune d'utilisation consciente et raisonnée des ressources naturelles. Il y a vraiment cette idée de communiquer, d'expliquer, réexpliquer, soit auprès des enfants, soit auprès des institutions. C'est très important. En fait, il faut en permanence répéter ce bilan que vous faites en naviguant sur la planète, en fait. Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui naviguent, qui parcourent la planète autant qu'on peut le faire. Et c'est comme ça que je me suis dit, je ne peux pas ne rien faire aujourd'hui. Je me sens même pas de pas faire quelque chose pour ça, parce que l'impact que j'ai vu, il est tellement grand que voilà. Donc faut répéter, mais il faut aussi agir. Il y a beaucoup de gens qui savent déjà, mais il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'exemple d'action qu'on propose. Donc en fait, c'est trouver des solutions pour avoir des actions concrètes. Et puis, il y a globalement une obligation de changer notre mode de vie. Et ça va se faire par le biais de l'éducation, parce que c'est les enfants qui vont pouvoir trouver une vie différente demain. C'est pas à nous qui sommes déjà trop vieux. On a nos habitudes de vie et c'est très difficile de les changer, on ne les changera pas chez les gens. En revanche, les enfants, à mon avis, ils vont trouver naturellement un équilibre différent. Alors, de temps en temps, vous débarquez de votre bateau, vous revenez à la civilisation, c'est un petit peu ça, non? Alors, on a un extrait, c'est ça, de Retour à la civilisation. C'était pas dans l'Hexagone ou en Europe, c'était bien plus loin, regardez. C'est Honiara. C'est juste là, je suis dans 3 quarts d'heure. Et j'ai du mal à croire que j'arrive là, j'ai du mal à croire que dans 3 quarts d'heure je suis plus tout seul. Il y a Steph et Monica qui m'attendent. Et c'est bizarre, je sais pas où je suis là. Je sais même pas où j'arrive finalement. Ça fait longtemps que je navigue, que j'avance. Je sais que j'étais au Japon et puis là j'arrive en île Salomon, mais d'un coup d'arriver là avec quelqu'un que je rejoins, ça me perd, je perds mes repères. En tout cas, je suis hyper content qu'il soit là. Je sais que ça fait hyper bizarre d'arriver comme ça et puis paf, tu rencontres un copain. Il y a un copain qui est là, qui t'attend, c'est magique. En tout cas, j'arrive. C'est la fin de ce voyage en solitaire sur Maiwan. Pas tout seul parce qu'il est là quand même. Faut pas l'oublier lui. C'est lui, il bosse quand même beaucoup. Alors là, Erwan, c'est un retour dans un petit port, dans une petite ville portuaire. Quand vous arrivez dans une grande ville, il se passe quoi dans votre tête? Il y a des étapes en fait. Là, depuis le début, depuis les 3 ans, chaque fois il y a une étape un petit peu différente. Et je peux vous dire que cette fois, quand je suis revenu là du dernier périple, j'ai senti un énorme vide dans les grosses villes.
Un vide de quoi? Et ben, je pense que ça vient de tout l'environnement qui est mort. C'est du béton, c'est des routes, et il n'y a pas de vie. On n'est plus dans une forêt vivante où, à mon avis, il y a réellement un manque dans les villes que j'ai ressenti cette fois. En fait, dans la nature, que quand vous arrivez dans une zone civilisée, c'est ça qui vous choque, quoi. Ouais. Mais du coup, je le ressens vraiment physiquement. Et je pense que là, aujourd'hui, je passe énormément de temps dans une nature vierge ou sauvage. Et de plus en plus, je dois ressentir des choses que je ressentais peut-être pas avant. Ça veut dire que vous êtes mieux, par exemple, au milieu d'une île du Pacifique avec, par exemple, alors on va avoir des images, c'est pour ça que je dis ça aussi, mais voilà, vous êtes mieux avec finalement quelque chose d'une civilisation moins développée? Complètement. Je suis mieux pieds nus que en chaussures. C'est l'occasion d'échange, hein, c'est aussi ça. Hein. Ça, c'est incroyable. Hein. C'est un petit îlot qui fait 8 km de diamètre. Donc c'est quand même pas très grand. On s'est arrêté là parce qu'on l'avait repéré sur la carte et puis je m'étais dit, on doit pouvoir poser le bateau avec les fonds de la carte que j'avais. Et en arrivant, il y a 2 pirogues qui sont venues à notre rencontre. Et en fait, ce village, j'avais pas vu d'étrangers depuis 10 ans. Le dernier, c'était un Allemand qui était passé là en bateau. 10 ans 10 ans. Ouais, c'est énorme. Énorme en fait. C'est vraiment, il y a encore des îles comme ça où les gens vivent en autarcie complète. Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de modernité. En revanche, ils parlent anglais et on a pu échanger énormément avec eux sur des problématiques environnementales, sur des problématiques de comment appréhender l'avenir avec leur vie simple, la vie moderne, pourquoi ils devraient faire le pas, comment le faire, qu'est-ce que ça va leur apporter, qu'est-ce qu'ils ont, etc. Donc c'est des discussions qui ont été hyper riches avec eux et c'est des moments incroyables d'échange, de partage, puis de recul en fait sur notre civilisation aussi. Alors, on refait un petit peu le tracé, le bilan de tout ce qui est le projet Maïwan. Vous êtes parti quoi, en 2015, c'est ça? Début février 2015. Donc on refait un petit peu le tracé, l'Islande, le Groenland. Islande, Groenland, nord du Canada, nord de l'Alaska, détroit de Bering. Et puis du détroit de Bering, on est passé sur le Kamchatka, donc la péninsule qui est à l'est de la Russie. On a longé les côtes du Kamchatka, on s'est arrêté à Petropavlovsk-Kamchatki. De là, on a suivi les îles Kouril qui vont jusqu'au Japon, qui sont des volcans en fait qui sortent de l'eau, un truc incroyable où quasiment personne ne va. Et puis toute la côte ouest du Japon, du sud du Japon, c'est là où j'étais tout seul sur la partie où j'ai traversé une bonne partie du Pacifique jusqu'aux îles Salomon. Et le retour qu'on a vu tout à l'heure où j'étais tout seul, c'est Honiara, la capitale des îles Salomon, c'est un petit village. Et tout puis petit. après Vanuatu, Nouvelle-Calédonie, Australie, Tasmanie et Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, le bateau est en Nouvelle-Zélande. En 2015, donc l'Islande, et maintenant en 2018, le bateau est en Nouvelle-Zélande, oui. c'est ça? Voilà. C'est bien ça, tout ce trajet, donc c'est pas terminé. Vous avez déjà sorti 1 voire 2 films, voire même un peu plus. En fait, vous avez beaucoup d'images, c'est ça, hein? On tourne en permanence des images, photos, vidéos. Il y a des professionnels de la photo et de la caméra qui viennent à bord. Ça fait partie en fait du groupe qu'on crée pour un projet. Donc on fait des films, on fait des livres, on écrit aussi, on communique au maximum. Alors des livres, je le rappelle, il y a celui-là aux éditions Paulsen-Guérin, Maïwan, l'aventure antarctique, et puis des films Arctique, l'aventure Arctique, je suis allé trop vite, l'aventure Arctique, l'Antarctique c'est après, et puis des films, bien justement, on a rencontré l'un des réalisateurs que vous avez embarqué sur le bateau, et je me tourne vers Aurélie, puisque c'est Aurélie qui l'a rencontré. Oui, Sébastien, alors je vous propose une rencontre avec un réalisateur qui a le pied marin, un réalisateur aventurier, vous le connaissez très bien, Erwan Lelan, puisqu'il s'agit de Bertrand Delapierre, et comme vous, il est aussi montagnard. Il vous a accompagné lors d'un périple au sud de la Nouvelle-Zélande, donc là où est arrêté le bateau en ce moment, si on comprend bien. Pour tourner le film de cette aventure, il nous raconte comment s'est passé ce tournage. Je suis curieux. On a eu des conditions assez ventées, avec sur 1 mois de voyage, 4 jours de beau temps en fait. Voilà. Donc, mais finalement on s'y fait, et puis après l'ambiance était plutôt sympa avec les gens à bord, donc ça va, ça s'est bien passé. On a exploré tous ces fameux fjords. Il y a toute cette recherche, cette gestion de la météo, cette gestion
de la marée, des points de, je dirais, de repos. Donc ça c'est ce qu'on va raconter dans le film en fait. Ils étaient 4 à bord en fait, moi je suis le 5e. Et il ne faut pas qu'il y en ait plus d'ailleurs parce que c'est pas un gros bateau. Mais au moins après tu es au contact des sportifs et des équipiers, donc tu sens. On essaye vraiment de montrer au jour le jour comment ça se fait. C'est pas juste on hisse les voiles 2 fois et puis on s'amarre au ponton et puis il n'y en a pas d'ailleurs de ponton là-bas. On s'amarre et puis on marche quelques heures et on saute quoi. Donc il y a vraiment une logistique sportive. Quand on va sur un bateau, il faut prendre du matériel en conséquence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas amener des énormes caméras. Voilà. Le trépied, on l'utilise une fois ou deux à terre. Donc il faut prendre toutes des choses qui sont costauds. Parce que là, c'est comme des mers où ça bouge beaucoup. Donc il faut un matériel en conséquence. Et puis après, il faut surtout avoir un peu le pied marin. Quoi, parce que dès que ça bouge un peu, si on est déjà un peu malade, c'est pas évident d'en plus mettre l'œil dans le viseur, parce que ça fait une autre gestion, je dirais, du niveau à bulle ou ce genre de choses. Donc ça rajoute en plus. Donc voilà, il faut être un peu habitué à tout ça, quoi. Le deuxième point, c'est réussir à vivre dans des lieux très confinés, quoi, pendant plusieurs semaines, quoi, en fait. Et puis s'adapter. Et puis quand on fait un film d'aventure, il faut être un peu 20 heures sur 24, un peu en éveil. Dès qu'il y a un truc qui se passe, même quand les autres font des quarts, je dirais, pour naviguer, même si c'est la nuit ou autre, dès qu'il y a il faut être vite prêt à tourner la voile qui s'est empêtrée dans je ne sais pas quoi. Là, on a eu un souci, une ligne de pêche qui était rentrée dans l'hélice, enfin, ce genre de choses. Donc il faut être... ça, c'est tous ces petits à côté qu'il faut pouvoir montrer, en fait. On essaie de tourner efficace en fait, parce qu'après, comme on voit en salle de montage, si on a trop de choses en fait, on s'y perd un peu en fait, et après on s'use. Donc moi j'essaye d'aller, encore une fois, j'essaye d'aller au plus concis quoi en fait. On sait forcément que dans ce genre d'aventure, il y a 50% qui va être inédit, il faut s'attendre un peu à tout quoi. Et surtout sur un bateau comme ça, et dans des lieux qui sont un peu atypiques. Moi je trouve que de faire une expédition sur un bateau, en 2018, c'est presque le seul moyen de se couper du monde classique en fait, parce que là, à part le téléphone satellite, d'ailleurs qui ne marchait plus très bien sur Maïwan, il n'y a plus de réseau, nos portables on peut les laisser dès qu'on embarque, quoi. Donc c'est vraiment, là on est vraiment super focus sur l'aventure qu'on va vivre et c'est plutôt sympa, quoi. Erwan, Bertrand Delapierre, c'est un bon compagnon de bord ? C'est un excellent compagnon de bord en fait. Bertrand c'est un caméléon, on peut le mettre partout, il est toujours motivé, il est toujours acteur et puis il a envie d'apprendre. En plus le bateau ça lui plaît, donc je peux le mettre à la barre ou aux instruments ou à la voile ou à remonter la chaîne ou au dinghy. Il sert à tout. En fait c'est un couteau suisse un peu, Bertrand. Alors, pardon, là le bateau est au mouillage, mais l'aventure n'est pas finie, vous allez où après ? Donc là, on est en Nouvelle-Zélande, dans une marina super confortable de la capitale de Nouvelle-Zélande, Wellington. Et de Wellington, on part en Polynésie, puis les îles Marquises, on traverse les Tuamotu, les îles Marquises, et de là, on redescend vers les îles Pitcairn, l'île de Pâques, l'île Robinson Crusoe, et on arrive dans les fjords du Chili et de la Patagonie, du coup. Et il y aura quoi au programme ? Et avec qui ? Alors, on va commencer par 3 enfants, un Maori, un Tahitien et un Français, qui viennent à bord pour se reconnecter avec l'environnement et réapprendre la navigation ancestrale avec les étoiles. Donc sans instrumentation. Voilà, on l'a quand même à bord, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'essayer de se reconnecter à cette navigation-là. Ça, c'est jusqu'à Tahiti où on a un projet social qui démarre, le premier projet social, et avec 2 highliners, Anthony Newton et Nathan Paulin, qui arrivent donc en Polynésie, et puis on traverse les Tuamotu, on va jusqu'aux Marquises avec eux pour mettre des highlines, notamment aux Marquises. Et puis de là, il y a un marin, Grégoire Poteau, qui me rejoint, et l'équipage est encore à affiner pour cette traversée qui va aller jusqu'au Chili.
Au Chili, on récupère un autre groupe, trois alpinistes, dont Michner, qui est roumain, que je vais aller déposer au fond d'un fjord pour qu'il puisse traverser en fait la Patagonie derrière, revenir. Il y a Alexandre Devog qui sera là. Et puis un équipage qui est en construction, peut-être Marco Pretzel, qui est slovène, Luca Lindix, et puis à définir, il y a Mathieu Ménadier qui risque de venir pour aller faire de l'alpinisme et de l'escalade dans ces fjords. Si on comprend bien, il n'y a pas de date de fin en fait, hein. Ça continue, voilà. Alors il y a une date de fin. Ah. Depuis le début, je me dis, ce projet, il a une boucle, c'est une boucle, je vais revenir en France. Et ça sera quand ? Fin 2020. Fin 2020. Et ben voilà, on sait presque tout sur myOne, mais il y a encore de très belles images à avoir. Il y a un livre déjà à découvrir, hein, le livre aux éditions Paulsen Guérin. On va essayer de le montrer correctement à la caméra ici. Merci Erwan Lelanne d'être venu sur ce plateau. Merci également à Marion Courtois. Merci à tous les deux d'avoir été notre invité. Mont Blanc Live se termine. L'émission est évidemment à revoir en replay sur le www.montblanclive.com. Vous réagissez avec nous sur les réseaux sociaux. Très très bonne fin de semaine avec MB Live.